j'ai plusieurs casquettes, mais je m'intéresse beaucoup au sol hydromorphe, à l'enregistrement de leur nappe, du potentiel redox également, de leur fonctionnement. Grâce à ça, ben, je fais aussi beaucoup de formations. Je pense que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de gens que j'ai formés. Je forme à peu près 80 personnes, essentiellement des bureaux d'études et puis les services déconcentrés de l'État, par exemple. Et puis, je suis amené aussi à faire également beaucoup d'expertise. Alors, j'ai souhaité faire un webinaire sur les sols hydromorphes. Je pense que c'est un bon moyen de communication. Et puis j'ai acquis un petit peu d'expérience à force de voir, d'encadrer des gens, de faire de la recherche. Je connais un petit peu les éléments bloquants des pédologues, des opérateurs de terrain qui ne sont pas pédologues. Et j'ai décidé de réunir tout un tas d'éléments et de vous les présenter en cette fin d'après-midi pour, euh, pour asseoir des choses, parce que finalement, la pédologie, on verra, c'est pas une science normalement, ça devrait pas être très subjectif. La pédologie, c'est une science exacte. Et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans la littérature, puisque l'hydromorphie, aujourd'hui, on en parle beaucoup pour les zones humides, mais ça a intéressé fortement tout ce qui était drainage, l'agronomie à une époque. Donc, il y a beaucoup de documentation, si vous voulez, elle est très morcelée. Et donc, l'idée, c'était un petit peu de rassembler tous ces éléments, de vous apporter aussi des éléments issus de la recherche que je fais sur les nappes perchées, et puis de vous présenter tout ça, puis que ça donne lieu à des discussions derrière. Voilà, donc je vais partager mon diaporama. Euh, ouais, je vais partager le diaporama et puis on va attaquer dans le vif du sujet. Ça devrait être bon, je pense. Donc là, donc vous voyez une diapositive introductive avec un petit peu ce qu'on vient de discuter, et puis une photo qui est peut-être pas si banale que ça, parce que on a l'habitude de chercher des taches rouilles. Voilà, c'est un peu une idée que je combats. Chaque fois que j'ai des gens qui viennent chez moi, quand on cherche les taches rouilles, c'est sûr, on va bloquer à un moment donné parce qu'on n'a pas toutes les étapes de l'hydromorphie. Donc j'ai choisi de vous montrer cet horizon-là qui est, malgré les apparences, pour certains ça peut être étonnant, mais c'est un horizon redoxique avec du gris et du bleu. Voilà, on en parlera dans l'exposé. Euh, alors j'ai des trucs sur l'écran, mais donc une petite diapositive un petit peu humoristique pour dire qu'il y a des risques dans l'identification des sols par les tâches. Alors voilà, la petite diapositive humoristique, c'est comme si on cherchait des panthères sur le seul critère tâche. Pourquoi pas, les panthères aussi ont des tâches. Donc je me dis, on va trouver un bon panthérologue qui va chercher des panthères sur le critère tâche uniquement. Eh bien, quelle va être sa récolte? Ben, évidemment, il aura la panthère commune avec des taches, mais vont manquer à l'appel la panthère noire humifère et la panthère albique des neiges. Voilà. Et puis, peut-être que même dans sa récolte, on va être surpris, mais on pourra peut-être avoir des girafes, parce qu'elles ont des taches aussi. Et donc, on le voit bien, le critère tâche, pour les panthères comme pour les sols, ça ne va pas être toujours le bon indicateur. Donc, il faudra passer par de la formation. Et on verra qu'il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes dans le sol. Si vous voulez, un pédologue, quand il fait de la cartographie des sols ou qu'il juge un sol, il juge avant tout l'environnement. Et en dernier recours, on va voir le sol. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Si on découple ces observations, c'est sûr, on va se tromper. Et donc, et je pense que les observations de l'environnement, elles sont assez accessibles à tout public. Et je pense que former les gens à ça, c'est le vrai esprit naturaliste. C'est ce qui nous empêchera de faire des erreurs, de dire, ben, de temps en temps, c'est de l'hydromorphie fossile, mais sur quels critères on le juge? C'est l'environnement qui parle. Est-ce qu'on a un horizon redoxique ou réductique? Les couleurs sont trompeuses et c'est l'environnement qui va nous donner l'explication au final. Alors, les sols, c'est un petit peu comme une horloge comptoise, si vous voulez. La morphologie des sols, c'est un petit peu comme les aiguilles d'une horloge comptoise. Donc ça va nous donner rigoureusement la morphologie des sols va être expliquée par les rouages compliqués de l'environnement. Euh, du coup, il n'y a pas de hasard en pédologie, ni dans le déroulement des processus pédologiques, ni dans l'organisation spatiale des sols. En fait, la mécanique environnementale, effectivement, elle est compliquée, mais elle est compliquée pour l'individu qui étudie les sols. Donc, il n'y a qu'une solution pour essayer d'appréhender au mieux le sol qui n'est pas issu du hasard, eh bien, c'est d'aller chercher ce
qui est écrit dans la littérature, et je vous assure qu'elle est bien documentée. J'ai beaucoup de gens qui font des formations chez moi, ils connaissent même pas l'existence du référentiel pédologique, alors qu'ils connaissent l'existence d'une flore quand ils font de la végétation. Vous voyez, donc il faut remédier à tout ça parce que c'est comme ça qu'on va faire des diagnostics de meilleure qualité. Donc, et de manière, de façon voilà, volontaire, j'ai mis des publications ou des documents qui sont assez anciens, 1970, 1971, avec des chercheurs. Mais surtout, il existe des ouvrages où tout est mentionné, si vous voulez. Vous prenez les tomes de pédologie 1 et 2 de Duchaufour et de Bonneau-Souchier, il écrit ce que c'est qu'un horizon réductique, un horizon réductique. Vous prenez le référentiel pédologique, je crois, page 174, ça doit être ça, il y a écrit ce que c'est qu'une tâche rédoxique. Et c'est surtout pas une tâche rouille, on n'a que la moitié de l'histoire. Voilà. Et donc, en pédologie, il y a une subjectivité, mais qui doit être absolument combattue, elle doit tendre vers zéro. En revanche, le doute, il faut le faire diminuer également, mais il faut toujours garder un doute parce qu'il est essentiel. Les gens qui sortent de mes formations, ils continuent de douter, moi aussi je doute toujours, mais le doute, il est judicieux. Quand un stagiaire doute, il revient vers moi, il a toujours eu raison de douter. Donc c'est ça qui est intéressant. Et j'ai repris une citation qui me plaît bien de Pierre Robert, qui date de 2021. Il faut des choses dont vous ne doutiez pas pour pouvoir douter correctement. Et ça, c'est la littérature, la bibliographie, les documents. Hein. Il est pour moi inconcevable de se lancer dans l'identification des critères d'hydromorphie ou des zones humides si on n'a pas fait ça. À la limite, dans d'autres disciplines, on dirait pratique illégale de la discipline. Alors, en guise de sommaire, on va simplement suivre l'itinéraire de la goutte d'eau. Hein. Alors là, c'est un petit sol en Guyane parce que j'étends un petit peu mes terrains de jeu. Mais vous voyez, il y a un sol avec de l'eau dedans. On pourrait se poser la question, vu d'ici, est-ce que le sol il est hydromorphe? Je vous garantis que oui. Et c'est très facile à voir. Hein. Effectivement, il faudra regarder un peu plus près. Mais pourquoi il est hydromorphe? Pourquoi il y a de l'eau? Eh bien, il faut regarder l'environnement qui est autour. Donc, pour pouvoir aborder ça, on va être obligé de passer par quelques rappels. On va parler d'engorgement en milieu poreux pour savoir si on est réellement dans une nappe. Vous voyez, dès qu'on a un sol hydromorphe, on pense qu'on est une nappe dedans. Mais c'est totalement faux. Une nappe ne se développe que dans certains types d'horizons. Et ne pas savoir ça, c'est se mettre en difficulté pour identifier les zones humides et puis comprendre la fonctionnalité des sols. Hein. Donc entre nappe ou imbibition, il y a une réelle différence. Il faut à tout prix la faire. Vous verrez, c'est pas dur. Et puis, il y a aussi des confusions qui viennent souvent. C'est est-ce que l'engorgement, il est souterrain, on peut dire hydrogéologique, ou est-ce qu'il est pédologique? Il y a des confusions qui sont nombreuses et on peut faire la différence. Ensuite, on passera, je vous l'ai dit, c'est essentiel à l'approche des sols par le milieu. Donc, on va étudier le relief. Pourquoi le relief? Parce qu'il va être responsable soit du drainage, de la situation topographique, soit de l'adduction d'eau vers un point donné. C'est ça, il conduit l'eau, le relief. Donc, c'est comme ça qu'il faut le prendre pour les sols hydromorphes. On va parler du matériau sol-roche. Moi, je ne fais pas de distinction entre sol et roche. Si vous voulez, c'est la nature, enfin, c'est l'homme qui a dit toi, tu es pédologue, toi, tu es géologue, mais la nature, elle est continue avec des transitions plus ou moins fortes. Mais une roche qui est imperméable peut provoquer une nappe dans le sol sous-jacent. Voilà, donc ce qui va être important, c'est de rencontrer la rupture de perméabilité dans le sol, et ça se ferait très facilement à l'intérieur. Et ensuite, on va parler de bioclimatique. J'aurais dû mettre ce facteur en premier, je l'ai mis en dernier parce que c'est plus commode d'un point de vue pédagogique. Mais le facteur bioclimatique, souvent on s'en affranchit parce qu'on travaille tout le temps dans la même zone géographique, mais sachez qu'il est essentiel. Il va être responsable soit de l'approvisionnement en eau, soit de l'évapotranspiration par les plantes. On verra que ce sont les plantes qui vident l'eau des sols. Et puis après, on passera ensuite à la caractérisation de l'hydromorphie minérale. Je n'aborderai pas les sols tourbeux. Hein. Christophe, on a une interruption de son. J'ai une interruption de son. C'est revenu. Tu C'est as dû revenu. appuyer sur une touche. Voilà. Donc on va faire dans la caractérisation de l'hydromorphie, on va bien distinguer les processus de la morphologie. Je pense que la plus grosse des confusions, elle est là. Il peut y avoir des processus réducteurs, et ils sont même essentiels pour provoquer un horizon rédoxique. Donc les processus de réduction ne conduisent pas forcément à un horizon réductique.
Voilà. Donc ensuite, on va balayer en revue les horizons réductiques. Et puis, si on a le temps, je vous parlerai de mesures du potentiel redox et des réactifs qui permettent de révéler des choses et la réduction du fer dans les sols. Alors, des rappels sur l'engorgement en milieu poreux, hein. Est-ce qu'on a une nappe ou est-ce qu'on a simplement un engorgement par imbibition? Donc, l'engorgement, c'est quoi? C'est la saturation par l'eau de toute la porosité d'un sol. Sachez que le sol, il peut être saturé également par un gaz ou par un liquide, par un polluant, de l'essence, qui devient une vraie hydromorphe pareil. Ce qui va compter, c'est le manque d'oxygène. Donc, sachez aussi que les pédologues, ils évaluent globalement la perméabilité ou la porosité d'un sol par horizon. Mais réellement, en fait, il existe des microsites dans des sols, par exemple, macroporeux. Il peut exister des sites, des microsites microporeux. Donc, il y a une certaine hétérogénéité quand même. Ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de comprendre comment se mettent en place les tâches d'oxydoréduction. Donc voilà, en bas, je vous mets une légende. Les horizons macroporeux seront représentés avec cette légende. Dans ces horizons macroporeux, on a des pores qui sont suffisamment gros pour que l'eau percole plus ou moins rapidement par gravité. On appelle ça des horizons perméables. Un hydrogéologue parlerait d'aquifère qui peut contenir une nappe, parce qu'on a une porosité dans laquelle s'écoule l'eau. En revanche, on peut avoir des horizons microporeux. La porosité totale peut être exactement la même, aussi forte que dans un horizon macroporeux. Oui, mais voilà, ces pores sont beaucoup plus petits, ils ne laissent pas passer l'eau. La percolation est impossible. On appelle ça des horizons imperméables. Et en hydrogéologie, on va parler d'aquiclude ou d'aquitard. L'hydrogéologue, ce sera aberrant pour lui de dire qu'il y a une nappe là-dedans, hein. Donc, quelques exemples. Oh, il y a un trait rouge qui ne devrait pas exister. Voilà. Mais dans un brunisol, ou un sol brun, ou un cambisol pour quelqu'un qui travaillerait dans la WRB, c'est un sol qui est plutôt poreux, donc l'eau de pluie ou de débordement d'une rivière va percoler à travers le sol. Elle ne va pas stagner, on n'aura pas de sol hydromorphe. Maintenant, je prends un sol lessivé avec un horizon macroporeux surmontant un horizon microporeux. Qu'est-ce qui va se passer quand il pleut? Eh bien, on a une nappe qui va se développer à partir de la base de l'horizon macroporeux. Et en fonction de la pluviométrie, eh bien, cette nappe va se développer sur l'horizon macroporeux. Mais pendant le même temps et de manière plus lente, cet horizon macroporeux, lui, va aspirer l'eau. Hein, mais il la retient intimement, cette eau. Elle ne pourra jamais s'égoutter au travers. C'est sur un sol comme ça qu'on pourrait faire une mare, par exemple. Donc on a une nappe, voilà, et cette nappe, donc c'est un engorgement. On va parler de nappe perchée, et vous comprenez qu'elle repose sur un plancher imperméable d'imbibition. C'est l'horizon microporeux qui est dessous. Cette nappe, elle peut circuler rapidement si on met de la pente, ou elle va stagner s'il n'y a pas de pente. La topographie va être un élément important. Maintenant, je prends un lumisol dégradé. C'est un horizon macroporeux qui surmonte un horizon microporeux, mais avec une grosse macroporosité. Donc on a une nappe quand même qui peut se développer, mais l'horizon macroporeux va laisser passer de l'eau, ça s'égoutte, et la microporosité va également s'imbiber d'eau qui ne pourra pas sortir, elle. On a également des sols qu'on peut appeler des pédosols qui sont complètement argileux dès la surface. Ils peuvent être fissurés du fait des racines, du dessèchement en surface, hein, en contact de l'atmosphère. Donc ça va se remplir d'eau quand il pleut. Mais après, on n'a qu'une imbibition de la microporosité. Il n'est pas question de parler de nappe dans un pélosol. Voilà. On peut avoir, c'est plus rare, mais du coup, là, je suis allé plutôt dans des milieux alluviaux pour mettre un horizon microporeux sur un horizon macroporeux. Et bien voilà, cet horizon microporeux, pardon, quand il pleut, va s'imbiber d'eau tranquillement, doucement. Si vous avez une nappe en dessous permanente, par exemple, rappelez-vous, on est dans un contexte alluvial, on peut avoir une nappe qui inonde complètement les petits microporeuses sous les sites. Et puis par aspersion, par imbibition capillaire, on a de l'eau qui remonte dans l'horizon, qui est aspirée par l'horizon microporeux. Voilà, à la fin de l'hiver, ben, tout cet horizon, par exemple, argileux est complètement humide, mais il n'y a pas de nez. Et les circulent dans l'horizon macroporeux sous-jacent, mais elle ne pourra pas remonter, elle ne pourra pas battre
dans l'horizon microporeux qui est au-dessus. Si on peut mettre une mare sur la partie gauche où l'horizon microporeux est dessous, il faut admettre que de la même façon, une nappe ne peut pas remonter dans un horizon argileux lorsque l'argile est au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est important, ces concepts-là, parce que ça permet de comprendre la fonctionnalité des sols. Donc, on a encore là un engorgement par nappe souterraine qui va reposer lui aussi sur un plancher quelque part en profondeur. Mais, à tout prix, il faut bien intégrer qu'un engorgement par imbibition dans un horizon argileux, on ne peut pas parler de nappe, il n'y a pas d'écoulement. Voilà. Il faut vraiment intégrer cette première partie pour pouvoir accéder à la suite. Parce que les sols sont composés de ce type d'horizon. Si on replace ça dans un contexte topographique, ben là, je vous ai mis sur la gauche une tête de bassin versant, donc on a une altitude un peu plus haute, avec une succession en haut sur 1 mètre le sol, en dessous le sous-sol, qui figure en rose. Ce sol et ce sous-sol sont constitués d'horizons perméables et imperméables. Pareil sur le sol de droite qui serait plutôt en zone alluviale. Et donc, on va pouvoir se constituer une nappe permanente, la nappe de l'hydrogéologue en profondeur, vous voyez, qui n'a rien à voir avec une éventuelle nappe pédologique qui sera en surface. Elle peut affleurer dans la plaine alluviale quand le cours d'eau déborde, mais sur le plateau, elle n'affleurera quasiment jamais, on peut dire jamais. Ce qui se passe, donc, cette nappe permanente occupe de gros volumes, elle est sous le sol, hors de l'usage des racines. Sa vidange est gravitaire vers les rivières et vers puis vers la mer. Et les horizons imperméables, qui sont en rose, ne sont pas tellement, ont juste le rôle de support pour l'hydrogéologue. Je ne sais pas comment je peux effacer ce petit truc rouge là, mais ici. Ça Sinon, doit être on a sous ta... des nappes perchées pédologiques qui, elles, sont des petites nappes ridicules pour l'hydrogéologue. Ça constitue des petits volumes. Par contre, toute l'importance dans ces nappes, c'est qu'elles sont au contact des racines, de la matière organique. Donc, elles sont surtout épuisées par les plantes, par évapotranspiration. Hein. Et l'horizon imperméable qui est dessous, hein, plutôt en jaune, là, lui, peut être fonctionnel également. Voilà, donc c'est la différence entre ces nappes pédologiques, je dirais, et ces nappes hydrogéologiques. On n'est pas du tout dans les mêmes fonctionnalités en termes de volume et de fonctionnement. Donc ces nappes sont alimentées par la pluie, et je vous l'ai dit, elles sont évapotranspirées par les plantes en ce qui concerne les nappes pédologiques, puisque les racines baignent dans ces nappes pédologiques. Donc, un petit exemple, ce sont c'est sur la plaine alluviale de la Loire, c'est pas loin de chez moi d'ailleurs, et je vous ai sorti un profil de sol en fin d'été, là, parce que la nappe est au plus bas, et on voit la nappe, on voit le niveau de la nappe permanente. Et quand on prolonge le niveau de la nappe permanente sur la gauche, on voit un petit peu une tache bleue, là, je ne sais pas si vous la situez, un peu bleue, qui dit bien qu'on est dans une nappe réductique parce que c'est bleu, on en reparlera après. Mais vous voyez, dans la partie oxydée, juste au-dessus de la nappe, vous voyez un concrétionnement de fer et de manganèse qui sont dans un ordre bien défini. Hein, ça correspond à un ordre thermodynamique, mais voilà, il ne faut pas s'étonner de ça. Donc là, on a la nappe qui circule, on peut avoir un battement de nappe. Et vous voyez que juste au-dessus, entre 130 et 90 cm, on a un horizon qui est un petit peu foncé ici. C'est simplement des remontées d'eau capillaires. Ce n'est pas un battement de nappe. C'est ce matériau-là qui est assez argileux, qui pompe l'eau, qui l'aspire comme un sucre au-dessus d'une tasse. Et puis dans la partie haute, vous avez un horizon argilo-limoneux qui provient de colludionnements latéraux, qui n'a rien à voir avec les sables qui sont sous-jacents. Hein, c'est un deuxième matériau plus récent, pédologique. Lui, il est argilo-limoneux et il est semi-perméable. C'est-à-dire qu'il est assez imperméable pour que l'eau de la nappe ne remonte pas dedans. Quand la nappe va monter cet hiver, la nappe va monter le long du profil et peut déborder dessus. Mais elle ne remontera en tout cas pas dans ce sol-là qui est trop argileux. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? On voit quand même que ce sol il est hydromorphe, parce que l'eau qui arrive par le haut, l'adduction latérale, les pluies, le débordement, vont finir par intégrer ce sol et provoquer un engorgement, une saturation d'eau, une anoxie, et puis le développement d'une hydromorphie. Donc voilà, on appellerait ça un sol à deux nappes. Et voilà, ce qui est important, c'est que la nappe ne peut pas battre là-dedans parce que c'est argileux. Voilà. J'aimerais bien relever ça. Hein. Normalement, tu as un outil gomme qui est disponible. Oui, je, euh, je sais pas où la gueule. J'ai peine.
J'ai j'ai perdu du temps, mais c'est dommage d'avoir ça en plein milieu, quoi. Toc. Christophe, quand tu es sur ton écran, tu as annoté, tu as un petit crayon en haut, en bas à gauche de l'écran, au-dessus de audio. Ah, en C'est vert? annoté. Il est vert le crayon? Oui, oui. Et si tu ouvres ça, tu as une petite gomme vers le milieu à peu près, sous la flèche. Ouais. Ah oui, ici, attends, je retrouve Et mon du coup, curseur. si c'est toi qui as créé ce coup de crayon, bah Ouais, ouais, effectivement, ouais, c'est c'est toi qui moi. vas pouvoir le supprimer. Toc. Ouais, ok, super. Merci Voilà, beaucoup. de Ah, rien. voilà, je continue. Donc, maintenant, on va parler des facteurs environnementaux. On va parler du relief. Euh, donc là, du coup, voilà. Le relief, en fait, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on peut lire. En fait, je pense dans mon métier de pédologue, ce que j'ai appris surtout, c'est le sol, mais je mettrais presque à égalité une observation du milieu, une lecture du paysage. On s'affine quand on est pédologue, c'est une compétence qu'on chope énormément. Donc, on voit très bien à partir d'une carte topographique qu'on a les courbes de niveau expriment le passage de l'eau. Donc, finalement, c'est assez facile parce que l'eau imprime son passage, il suffit de retrouver le passage de l'eau. Donc on voit bien que sur des pentes fortes, l'eau va s'écouler latéralement, ça va drainer, puis dans certaines zones, l'eau est accumulée. Donc c'est cet esprit-là qu'il faut développer. Donc il faut développer ça avec de l'expérience, donc la lecture du paysage. Donc les courbes de niveau, on peut les avoir, mais vous voyez, dans la plaine alluviale, ici, il n'y a plus de courbe de niveau tellement c'est plat. Donc soit vous utilisez un MNT puis qui va vous sortir des courbes de niveau personnalisées plus fines, soit maintenant on a des outils qui sont assez intéressants. Vous avez l'outil de profil altimétrique que vous pouvez tracer l'altitude assez précisément à 10-20 cm dans une plaine alluviale et retrouver le relief parce qu'il va être important pour expliquer les sols et leur hydromorphie. Voilà. Et donc, voilà, vous voyez tous ces éléments s'oppose à ce qui est fait actuellement en majorité. C'est-à-dire, les gens qui vont chercher les zones humides, ils tracent des randonnions, ils font 30 points, 30 points, 30 points en ligne, et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas tenu, on n'a pas un esprit naturaliste en faisant ça, puisqu'on ne tient pas compte du relief comme s'il n'existait pas. Et donc, c'est un métier qui n'est pas intéressant. Vous voyez, le petit Gugus, il va se faire une épaule à une tendinite à l'épaule, pardon. Son travail, il ne monte pas en compétence parce qu'il n'analyse pas le relief, donc il va stagner à un niveau qui n'est pas bon. Et puis, c'est un travail à l'usine. Moi, j'arrête tout de suite mon métier si c'est ça. Il y a une manière bien plus passionnante et plus efficace de pratiquer la pédologie de manière générale. Et pour les zones humides, c'est exactement le cas, hein. Vous verrez que l'arrêté ne vous dit pas de faire des randonnions, il vous explique comment effectuer une méthode qui est rationnelle du point de vue pédologique et on en parlera. Donc la stratégie de prospection, elle doit être faite de manière avec une approche naturaliste, c'est évident. C'est usuel chez le pédologue cartographe. Et je vous dis, la réglementation française, allez voir à l'annexe 1.2 ou quelque chose comme ça, l'arrêté ministériel dit 1 point égale un sondage par zone homogène du point de vue des conditions méthodologiques. Donc il faut ouvrir le dictionnaire, regardez, mais on verra, c'est toute cette approche. Voilà, il ne faut pas faire de randonnion, on ne sait pas ce qu'on fait quand on fait ça. Voilà, et donc finalement, les questions à se poser quand on est sur le terrain, il y en a deux par rapport à la topographie. Il y a d'où vient l'eau, c'est le relief, et quelle raison elle a de stagner dans le sol. Quand on ne quitte pas le terrain, tant qu'on n'a pas résolu ces deux questions. D'où vient l'eau? Eh bien écoutez, il y a un schéma qui est facile à retenir, c'est celui-ci. Vous pouvez le trouver dans l'application SolRedox, on n'en a pas parlé. Mais en fait, voilà, il faut vous situer dans un paysage, et ce paysage-là, à l'échelle hectométrique, décamétrique, il marche dans toute situation, que vous soyez sur un plateau, dans une plaine alluviale, sur un replat. En fait, dites-vous, où êtes-vous? Soit vous êtes dans une position verte, c'est une position drainante. Bon, il n'y a pas tellement de raisons que l'eau s'accumule là, sauf si vous me prouvez que par la texture de l'argile, l'eau ne peut pas s'écouler. Mais voilà, on est plutôt dans des tendances où on a un drainage. Si vous êtes en bas de pente, dites-vous que la pluie ne représente pas grand-chose par rapport à l'arrivée d'eau latérale qui est drainée tout au long des surfaces qui sont en amont. Donc là, souvent, la zone humide, elle est au pied du coteau, elle n'est pas vers la rivière. Voilà. Quand vous vous décalez un petit peu, que vous vous affranchissez de ces deux secteurs, eh bien là, il n'y a que l'eau de pluie qui va pouvoir expliquer l'arrivée d'eau dans le sol. En revanche, si vous allez vers une zone où on a un contexte amont qui se dessine, eh bien là, on est dans une position drainante. Peut-être que l'eau qui arrive est un petit peu en deçà de l'eau qui s'égoutte du fait du drainage latéral. Donc voilà, ça marche partout.
À ça, il faut rajouter des choses. C'est en contexte alluvial, il y a deux possibilités. Et la première des choses à faire, c'est toujours une observation de l'environnement. Quand vous êtes ici, en pleine alluviale, le réflexe, un peu trop facile, c'est de se dire, je suis ici, une hydromorphie, c'est la nappe d'eau. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, c'est de l'eau pluviométrique. Comment on en est certain? Eh bien, il faut aller jeter l'œil au bord du cours d'eau. Si ici, le décroché d'altitude entre la plaine alluviale et le cours d'eau fait plus d'un mètre, dites-vous que ça, c'est comme un versant qui draine l'eau. Si, en revanche, l'altitude de toit piézométrique de la rivière est de manière constante, hein, à l'étiage, proche, à moins d'un mètre de la surface, dites-vous qu'ici, c'est obligatoire d'avoir de l'hydromorphie. Hein. Alors, concrètement, voilà deux situations que certains peut-être reconnaissent. La situation du haut, où vous avez une plaine alluviale qui est perchée bien plus haut que le niveau de l'eau, c'est un sol sur lequel on n'est pas sûr d'avoir d'hydromorphie. Ce n'est pas parce qu'on est en pleine alluviale qu'on a de l'hydromorphie. Si le sol est poreux, s'il n'y a pas d'horizon imperméable, micro-poreux, il n'y a pas de raison que le sol subisse un engorgement et qu'on ait une hydromorphie. En dessous, vous voyez, on a une autre situation où l'eau est proche de la surface. Eh bien, comment on réfléchit? La rivière est très encaissée, mais s'il y a une hydromorphie en surface dans ce sol-là, une imperméabilité est nécessaire dans le sol. S'il y a une imperméabilité, c'est de l'eau qui vient du haut. Ça ne peut pas être de l'eau qui vient de la nappe. Je vous ai dit tout à l'heure, elle ne remonte pas comme ça. À la limite, elle déborde l'hiver, mais c'est comme une eau de pluie, si vous voulez. Hein. Donc, c'est du pluvial ou une adduction latérale. Ça ne peut pas être l'eau de la rivière. Donc, et au mieux, vous aurez un horizon rédoxique, mais en surface, jamais d'horizon réductique. L'horizon réductique, il peut être en profondeur, là où est la nappe. Hein. C'est cette manière de réfléchir qu'il faut adopter sur le terrain. Dans la situation du bas, eh bien, on a une rivière presque affleurante, l'hydromorphie de surface est assurée par une nappe permanente, on peut avoir un réductisol si le milieu est très imperméable. En revanche, si ça circule un peu, on aura une circulation d'oxygène, on peut avoir aussi un rédoxisol. Et les informations que je vous donne, elles sont écrites dès les années 70, dans du Chauffour, dans l'ouvrage pédologie, ou si vous cherchez quelque part dans le référentiel pédologique, ces règles sont strictement écrites. Donc, il n'est pas question de mettre un réductisol, quand bien même vous verriez une couleur bleue en surface. Ce n'est pas le bleu qui est juge final de l'explication. C'est globalement, on ne peut pas mettre de réductisol ici, c'est impossible, étant donné la position topographique. Vous voyez, c'est ça le raisonnement. Et donc, l'imperméabilité des sols maintenant, parce que le relief c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe? On va continuer de suivre la goutte d'eau dans le sol. La grande majorité des sols hydromorphes sont issus de nappes perchées pluviométriques. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit à nouveau quelque part dans le référentiel pédologique. Moi, je l'observe évidemment, mais il faut que la science vienne de plusieurs scientifiques. Voilà. Et donc, je vous ai dit, une nappe, c'est donc un horizon, une eau qui circule dans un horizon macroporeux. Voilà. Et donc, reconnaître un horizon macroporeux ou microporeux sur le terrain, c'est quelque chose qui est facile et qui est donné à tout le monde. Eh bien, je m'en explique. Selon la facilité que vous aurez à creuser le sol, à remonter l'échantillon de la tarière ou à retirer l'échantillon de la tête de la tarière, à l'état frais ou humide, hein, il faut qu'on soit coordonné. Ça permet de savoir pourquoi l'eau stagne et à quelle profondeur se trouve la nappe. Vous voyez là le petit Gugus, il remonte l'échantillon, la tarière, à une main. Il aurait presque pu avoir les deux doigts dans le nez, là, c'est facile. Eh bien, dites-vous que si vous remontez l'échantillon facilement, vous êtes certainement dans un horizon macroporeux qui n'oppose pas trop de résistance. La suite du test, eh ben, si vous poussez, vous ressortez l'échantillon en moins de 5 secondes de la tarière, dites-vous que c'est très facile, l'eau passe très facilement là-dedans. Vous êtes dans un horizon perméable, macroporeux. Si en revanche, c'est compliqué de ressortir la tarière, si vous mettez plus de 10 secondes, tout le monde qui a déjà pratiqué la tarière a eu ces sensations. Dites-vous que vous êtes dans un horizon microporeux, l'eau ne passe pas dans ces horizons et vous êtes sur un plancher imperméable argileux. Donc au final, la nappe se trouve dans l'horizon microporeux et l'horizon macroporeux est le plancher qui permet l'installation de cette nappe, mais lui-même s'engorge de manière capillaire. Il peut s'engorger, il va s'engorger sur un plus long terme, mais il n'y a pas de nappe dedans. Hein. C'est lui qui boit l'eau, on ne parle pas de nappe. Alors,
Attention, l'échantillon cohérent doit être récolté en 3-4 demi-tours à la tarière, si le terrain est suffisamment humide. Si vous faites 10 tours à la tarière, vous pouvez jeter l'échantillon, vous travaillez sur des sols trop secs et l'échantillon ne sera pas acceptable. Donc il faut que les conditions du terrain soient bonnes. Alors, autre chose, on peut encore confirmer tout ça par la couleur cette fois, même sans être spécialiste. Vous voyez cet horizon, si on s'affranchit, ce sol, si on s'affranchit de l'horizon organique en surface, vous voyez clairement qu'il y a un horizon très clair sur un horizon qui est plus coloré par le fer. Le fer est très copain des argiles par le jeu des balances positives, négatives. Eh bien, à la couleur, on peut se dire qu'ici, on va avoir de l'argile. C'est correspondant, vous voyez, on va faire le diagnostic de gauche avec le diagnostic de droite en même temps. Dites-vous que la nappe circule dans cet horizon gris et l'eau imbibe progressivement cet horizon jaunâtre, ocre, sans qu'il y ait de nappe dedans. La difficulté, on le verra après, c'est quand la nappe se trouve dans un horizon riche en matière organique. C'est parfois difficile d'évaluer l'hydromorphie, mais on en parlera aussi. Donc la stratégie de prospection à la tarière, c'est moins de sondages, mais des sondages plus profonds et mieux décrits. Ça ne sert à rien d'en faire 15 en randonnion, vaut mieux en faire 3 et de comprendre le fonctionnement d'une surface homogène. Et comme ça, en faisant de cette manière, eh bien, on a vous voyez, on n'a encore pas abordé l'hydromorphie, on peut déjà juger de s'il va y avoir une nappe ou pas. Et quand on conforte ça avec l'hydromorphie, on a un diagnostic qui est global et plus efficace. Et par exemple, ça vous permet d'installer un sondage piézométrique sans vous tromper, en disant que ben voilà, la nappe elle est ici, donc je ne mets pas mon piézomètre dans la zone imperméable. Et puis ça permet déjà d'intégrer les fonctionnalités du sol, ce qui est intéressant si on veut faire de la restauration. Troisième critère, c'est l'approche par la bioclimatique. En gros, on va parler de l'approvisionnement du sol ou d'évapotranspiration. L'ETP, l'évapotranspiration, donc c'est les plantes qui sont le principal acteur de cette évapotranspiration, eh bien c'est le facteur primordial de l'assèchement en eau des sols. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit aussi dans la littérature, je pourrais vous donner des ouvrages si vous le voulez. Les sols, l'eau ne s'égoutte pas quand on a des sols hydromorphes, l'eau ne part pas latéralement, ce sont les plantes qui vont complètement vider la nappe. Si vous enlevez les plantes, je vous montrerai des exemples, la nappe temporaire peut rester permanente. Donc, cette ETP est influencée par le climat, la température, les précipitations. Donc, on est d'accord avec ça. Donc, moi, il y a quelque chose qu'on m'apprenait à l'école, je ne suis pas sûr qu'on l'apprenne encore, mais qui est super intéressant, ce sont les diagrammes ombrothermiques. Et figurez-vous qu'il y a un site, là, vous pourrez regarder. Si vous vous déplacez quelque part, vous tapez diagramme ombrothermique de telle ville, on vous le sort. Ça donne quoi? Ça donne ceci. Sur Angers, vous avez les 12 mois de pluviométrie, cumulés de pluviométrie, et vous avez la température. Et ça, c'est riche d'informations. Parce que quand on a un ventre, ici, ça signifie le déficit hydrique estival du secteur donné. Ça veut dire qu'ici, quand vous avez ça, eh bien, les plantes évapotranspirent complètement la nappe. C'est-à-dire que, par exemple, sur un plateau, c'est pas la peine quand vous êtes dans un secteur comme ça, sur un plateau, c'est pas la peine de chercher une nappe permanente ou un réductisol, puisque une nappe permanente ne peut pas être maintenue sur un plateau qui est alimenté que par l'eau de pluie. Voilà, déjà, ça vous donne une indication. L'ETP va provoquer la sécheresse du sol. On peut mettre toutes les villes de France, hein, je vous l'ai dit, Montpellier, le déficit hydrique est encore plus fort. Amiens, ça commence à être très serré. On peut commencer à avoir des sols qui peuvent presque rester humides toute l'année. Et puis, si vous allez à Mout, le village le plus froid de France, dans les régions fraîches, là, vous pouvez même avoir des nappes permanentes qui sont perchées sur des plateaux. Alors finalement, j'ai cherché une carte que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois, une carte de Monsieur Défaut qui a été produite en 2001. Et ce n'est pas simplement une carte climatique, c'est une carte bioclimatique de France. Pouvez-vous dire que partout ailleurs que dans les régions bleues, le déficit hydrique estival est trop fort, vous n'aurez jamais de réductisol dans ces zones-là. En revanche, quand vous êtes dans les zones bleues, attention, vous vous trouvez plutôt, vous voyez, Amiens ici, il y a des choses qui peuvent arriver qui n'arrivent pas ailleurs. Hein. Les sols se dessèchent moins. Donc, des possibilités éventuellement d'une nappe permanente sur des plateaux ici. Alors, si on reprend un diagramme topographique, vous voyez, je vous ai mis la nappe permanente hydrogéologique ici, qui peut créer un réductisol quand le PNL est peu accentué. Dès qu'on a de l'altitude, on ne peut plus avoir un réductisol ici. Dès qu'on a un plancher imperméable,
c'est une nappe perchée qui se développe. Alors, quand vous êtes dans un climat sec, plutôt en vert ici, les horizons réductiques, ne les cherchez qu'ici. C'est pas la peine de vous donner du mal de descendre à 120 ici sur tous vos sondages. Vous ne trouverez jamais de réductisol ici, dans ce climat-là. Si vous voulez un réductisol, bon, là, on n'aura que du redoxique, donc que des nappes perchées temporaires. Si vous allez dans ces climats ici, eh ben, vous voyez, vous avez des possibilités d'engorgement permanent. On appelle ces sols-là des réductisols stagniques, hein. C'est un peu plus violent que dans l'arrêté ministériel. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que la prospection du terrain, elle est logique. Les sols sont logiques. Ce sont les hommes qui ne font pas assez de bibliographie pour maîtriser la logique. Et quand on maîtrise la logique, on devient pas plus feignant, mais plus efficace, on fait moins de points et on arrive à argumenter un dossier de manière scientifique et concrète, du début de la description du milieu jusqu'à l'analyse du sol, et on a quelque chose qui se tient bien, on a tout, on a la morphologie, on a les fonctionnalités. Voilà, pour cette partie-là. Donc j'ai fini avec les approches du milieu. D'accord? Maintenant, on va passer aux horizons redoxiques et réductiques. Je vais commencer par les horizons redoxiques. Donc l'hydromorphie, ce sont, c'est de manière générale, hein, l'hydromorphie, que ce soit redoxique, réductique, ce sont des colorations singulières des horizons qui subissent un engorgement. Moi, je ne dis pas prolongé, parce que prolongé, ça ne suffit pas. Imaginez que vous soyez à côté d'une rivière qui est très oxygénée, n'aurait pas d'hydromorphie, parce que cette rivière véhicule de l'oxygène. On parle plutôt d'engorgement stagnant. Il faut que l'eau stagne, et on va voir pourquoi, hein, mais je vous renvoie aussi au webinaire de 2019. C'est une eau stagnante qui n'est pas renouvelée qui va provoquer l'hydromorphie. Pourquoi? Ben parce qu'on crée un confinement quand l'eau n'est pas renouvelée, baisse de la concentration en oxygène, donc les organismes, les micro-organismes et les plantes n'arrivent plus à respirer, et ils vont, pour certains, développer des stratégies d'adaptation, provoquer une respiration anaérobie. Voilà, ce sont des stratégies d'adaptation. Et à un moment, ils vont respirer différents éléments qui sont dans le fer en fonction de leur disponibilité, de leur épuisement. Et à un moment, il y arrive le fer, le manganèse. Et quand ils s'attaquent au fer et au manganèse, ce sont les deux agents colorants des sols. Et donc, va se déclencher une hydromorphie de type minéral, hein. L'hydromorphie organique, ce serait plutôt les sols de tourbe. Voilà. Alors, dans un sol, tous les sols sont approvisionnés en eau sous nos climats régulièrement, par la pluie, par le débordement des cours d'eau. Et il ne faut pas s'y tromper. Les sols sont oxygénés quand ils sont secs, par de l'oxygène atmosphérique, mais chaque arrivée de pluie, d'eau, de débordement de cours d'eau, est un apport en oxygène. C'est de l'eau qui circule, ça emmène de l'oxygène au sol. Donc il faut bien intégrer que l'arrivée d'eau est oxydante, l'eau n'est pas un problème pour le sol. Le problème, c'est plutôt la texture du sol. Quand l'eau ne circule pas, souvent quand il s'arrête de pleuvoir et qu'on a de l'eau qui ne circule plus, la concentration en oxygène diminue parce que les organismes aérobies la consomment, mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'oxygène. Si on n'a pas une nouvelle arrivée d'eau, on n'a pas d'arrivée d'oxygène. Les ennuis vont commencer pour les organismes du sol. Hein, donc c'est bien la stagnation qui parachève le confinement du sol. L'eau, voilà, elle crée comme un couvercle sur le sol, c'est-à-dire que l'air ne peut plus rentrer dans le sol. Donc finalement, les problèmes, ben, c'est ça. Quand il n'y a plus d'oxygène atmosphérique, on utilise l'oxygène dissous, après les nitrates, le manganèse, le fer, les sulfates, le CO2, ce sont les molécules qui sont respirées par voie anaérobie, par les organismes qui le peuvent. Voilà. Et au fur et à mesure que ces molécules sont consommées pour la respiration anaérobie, eh bien, on a une chute du potentiel redox. En milieu oxydant aéré, on a 800 millivolts, on le mesure avec un voltmètre, hein, puis des électrodes particulières. 400 millivolts, on est plutôt dans l'eau dissoute, puis après, 0 millivolts, 300 millivolts, on en est dans des milieux réducteurs. Donc on peut le mesurer. Voilà, et donc il y a un moment, on attaque le manganèse et le fer vers 100 millivolts à peu près, ou 200 millivolts, et bien c'est là qu'on crée l'hydromorphie. Donc la réduction, il faut bien l'intégrer, c'est le processus initial de toute hydromorphie minérale. Les horizons redoxiques, les mots ont un sens, ça commence par raide. Le redoxique, il va commencer par de la réduction. Et puis après, il va peut-être se réoxyder, comme c'est un coup oxydé, un coup réduit. L'horizon réductique, lui, il est toujours réduit.
Mais l'histoire de l'hydromorphie, ça commence toujours par de la réduction. Et finalement, l'hydromorphie, les horizons redoxiques, on devrait dire des horizons à réduction temporaire, et les horizons réductiques, des horizons à réduction permanente. Alors, la confusion, elle est fréquente dans l'esprit et même dans la littérature scientifique. C'est là qu'on a un petit problème entre processus réducteur et morphologie réductrice. Euh, donc, je vais vous parler de trajectoire biochimique, c'est-à-dire les processus redox. Vous alarmez pas trop, c'est pas trop compliqué. Et puis de trajectoire morphologique. La première, les trajectoires biochimiques, c'est très rapide. Quand on manque d'oxygène, les organismes vont se mettre à réduire de manière très vite, en quelques heures, quelques jours. Tandis que la trajectoire morphologique hydromorphe des horizons, elle va prendre des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Il ne faut pas confondre la réduction des horizons réductiques ou des horizons redoxiques. Alors, on a la chute du potentiel redox et je vous ai mis en abscisse la saison sèche où le TP est plus fort que les apports et la saison hydrique où le TP est plus faible que les apports en eau. Eh bien, on a des sols qui ont une stabilité redox tout le temps oxydante. Ces sols, ce sont les sols qui ne sont pas hydromorphes. Et puis on a des sols qui sont tout le temps oxydants l'été, mais l'hiver, ils vont passer en mode réduction, mais avec beaucoup d'oscillations. On appelle ça les horizons redoxiques, petit g, dans le référentiel pédologique. Vous voyez déjà, une croyance, c'est de penser que les sols redoxiques sont oxydants l'été et réducteurs l'hiver. C'est vrai pour l'été, mais l'hiver, ils sont de temps en temps réducteurs, de temps en temps oxydants, de temps en temps réducteurs, de temps en temps oxydants. Pourquoi? Parce que si la nappe diminue devant l'absence d'eau pendant un moment, eh bien, ça peut s'aérer. Mais surtout, retenez que chaque pluie va réoxyder le sol. Donc finalement, c'est une oscillation permanente redox dans les sols redoxiques pendant la saison hydrique. Et puis chaque année est différente. Et puis, vous connaissez des horizons qui ont une stabilisation réductrice. Ils sont tout le temps réducteurs. Ces sols-là, on les appelle des horizons réductiques. On peut les appeler grands G pour les zones humides. Puis le pédologue va un peu plus loin avec les G tout le temps réduits. Voilà, ce sont ceux-ci. Mais il y a également des sols, peut-être la partie supérieure de ces horizons, parfois, mais pas toujours, qui subissent une instabilité, mais cette fois-ci l'été. C'est-à-dire quand la nappe baisse, eh bien eux, ils étaient plutôt stables quand ils étaient dans la nappe, un potentiel réducteur. Voilà, les organismes étaient toujours en aérobie, mais eux, l'été, ils peuvent s'aérer, s'oxygéner un petit coup, et puis ils peuvent redevenir oxydants. Il y a une instabilité pendant la saison sèche. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, en termes de trajectoire morphologique, alors ça, c'est les horizons grand G0 pour les pédologues, c'est pas grave. En trajectoire morphologique, attention, il y a ce qu'observe l'opérateur de terrain et il y a l'interprétation qu'on en fait selon une classification qui est donnée. L'observation, n'importe qui est capable de la faire, il faut un peu d'entraînement d'expérience, mais il suffit de regarder des couleurs, de taches, de la matrice, c'est-à-dire du sol qui n'est pas tache, du contraste de ces couleurs, de la netteté de ces taches, on verra, c'est important la netteté, du pourcentage qu'occupent ces taches dans la matrice, de la forme de ces taches, pourquoi pas. Donc là, on fait un diagnostic visuel qui est très scientifique, sans mettre de processus derrière. Et puis à partir de ça, le pédologue est qualifié de dire, si je vois ça, je vais raccrocher selon la classification que j'utilise. En France, pour les zones humides, on utilise le référentiel pédologique. On va dire telle morphologie, c'est un horizon redoxique ou c'est un horizon réductique, etc. Mais attention, un horizon redoxique dans le référentiel pédologique, on l'appelait pseudoglet dans la CPCS, qui est l'ancienne classification française, et on l'appelle stagnique dans la WRB. Ça colle à peu près. Là où les problèmes commencent, ce sont dans les horizons réductiques. On pourrait dire que c'est l'équivalent de l'horizon gleique dans la WRB ou du glais dans la CPCS. C'est totalement faux. Figurez-vous que les définitions ne collent pas du tout. Un horizon gleique WRP n'est pas tout à fait un horizon réductique et l'ancien glais de la CPCS n'est pas le réductique d'aujourd'hui. Ce qui pose un problème dans la table GEPA, il y a la classe 4D qui a un glais d'autrefois, mais qui n'est pas un réductique d'aujourd'hui, et pourtant il est resté réductique, et qui ne colle pas à la règle générale. Je ne vais pas plus loin, mais je vous alerte sur ce problème. Et donc, là, on est purement dans des aspects descriptifs, et c'est facilement accessible, il faut simplement un peu d'expérience. Voilà. Et puis pour le reste, ce sont des concepts. Il faut faire de la bibliographie. J'avance un peu, je ne sais pas, oui, je suis légèrement en retard, mais pas tant que ça. Donc,
la caractérisation de l'hydromorphie, là, je vous ai montré une surface d'une parcelle, parce que l'hydromorphie, moi, je marche sur la parcelle, je la vois presque directement, hein. Vous voyez ici, alors là, c'est flagrant, on voit du rouille qui s'est baladé, enfin, du fer qui s'est baladé et qui a précipité sous forme rouille par endroit, et le reste, pour moi, c'est le plus important, plus que le rouille, c'est la surface très claire de cet horizon qui a perdu son fer. Donc, on va parler de processus, de mobilisation du fer et de variété morphologique. Donc le fer, le manganèse, qui sont les éléments colorés, on sait qu'ils sont utilisés par les micro-organismes quand ils manquent d'oxygène pour pouvoir assumer leurs besoins respiratoires, et ils vont réduire ces éléments en Mn de plus et en Fe de plus. Alors ces deux éléments deviennent solubles et ils perdent leur couleur. Et ils étaient précipités avant, hein, ils ne pouvaient pas quitter le sol, et une fois qu'ils sont réduits, ils deviennent solubles comme le sel dans l'eau des pâtes. Et du coup, comme ils sont solubles, ils peuvent migrer. De manière inéluctable, ils vont migrer. Il n'y a pas le choix. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a deux voies de migration. Ça peut laisser penser peut-être un petit peu à la tapisserie de la salle à manger de Sophie Raoust, un petit peu, voilà, un peu années 70. Donc on voit bien ça me fait penser à l'hydromorphie, on a des décolorations, des recolorations sans tripette. Vous voyez, c'est ça qui va être important. C'est comme ça qu'on va qualifier des hydromorphies de type redoxique. C'est des colorations sans tripette. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous voyez, on va parler de bariolage en pédologie. Alors, je vous positionne un horizon macroporeux qui est perméable, mais dans lequel il y a des microcycles microporeux. Et puis en dessous, je vous ai fait un horizon microporeux. Quand le sol s'engorge, vous voyez, l'horizon macroporeux va vite fait s'engorger, tandis que la partie microporeuse ne va pas s'engorger tout de suite. Hein. Et bien dans la partie qui est engorgée, on peut avoir une migration. S'il y a une migration d'eau, le fer et le manganèse, qui sont solubles, vont évacuer le sol. Et donc, on a une perte de la couleur du sol. Ça, c'est le flux hydrique, c'est la première voie. Donc, c'est plutôt dans les horizons macroporeux. Et puis, la deuxième voie, vous voyez, c'est que ici, en fait, dans cet horizon qui est engorgé, les organismes sont déjà en mode de respiration anaérobie. Alors que dans la macroporosité, on peut dire qu'il reste une bulle d'air et ils sont encore en mode aérobie. Eh bien, il y a un phénomène chimique qui ressemble un peu à l'osmose, c'est-à-dire que le fer va migrer des zones où le potentiel redox est le plus bas vers les zones où le potentiel redox est le plus fort, le plus élevé, encore oxydant. Et c'est comme ça qu'on va créer des taches rouilles. Et dans la partie profonde, qui est microporeuse, on va voir plutôt création de taches rouilles. Le fer, je vous ai dit, il n'y a pas de nappe dans la partie microporeuse, vous ne verrez pas des sols qui vont s'éclaircir totalement. Et donc, ça donne ça en résultat. Par exemple, un horizon redoxique avec des décolorations et des précipitations rouilles. Vous voyez, c'est en Guyane, celui-ci. Hein. Et puis, un autre horizon qui serait totalement décoloré. Alors, celui-ci, il pose problème pour des gens parce qu'ils se disent, tiens, il est totalement décoloré, il est homogène, mon cerveau croit y voir un peu de bleu, je le mets en horizon réductique, alors que non, c'est un horizon redoxique qui est totalement décoloré par flux hydrique. Donc celui-ci, les opérateurs, ils se trompent en disant, je vois pas de tache rouille, je le mets pas hydromorphe, ou alors je le mets en réductique. Voilà, c'est les deux erreurs couramment commises. Et puis dans les horizons microporeux, eh bien le fer est plus contenu, on a généralement des taches rouilles plus fortes. Mais ne vous y trompez pas, l'hydromorphie la plus forte, elle est ici. À la limite, quand il n'y a pas de taches rouilles, c'est ici que l'hydromorphie elle est plus forte, là où il y a la nappe, la matière organique. Et ici, on a des taches rouilles, mais je vais vous montrer que la dynamique, elle est très lente. Il y a très peu de fonctionnalité dans ce milieu-là. Des tâches fonctionnelles, beaucoup de gens s'interrogent sur les tâches fossiles. Une tâche fonctionnelle, c'est une tâche qui est en train de se constituer. C'est une tâche diffuse. Le fer met du temps à migrer de la partie microporeuse vers la partie macroporeuse. C'est à ça qu'on reconnaît une tâche fonctionnelle. Si elle n'est plus fonctionnelle, elle est lisse. Autre chose, les taches rouilles, elles sont toujours, le rouille, la partie la plus microporeuse est au cœur de l'agrégat. Donc le fer migre vers l'agrégat. Et donc une tache rouille dans un horizon redoxique, c'est le cœur de l'agrégat qui est rouille. D'accord? Donc si vous voyez des taches rouilles concentriques dans des horizons réductiques, il y a déjà une erreur. Voilà. Autre chose, 0 ou 100%, on va toujours vers. Moi, j'ai quitté, je ne parle plus de 0 ou 100%. L'hydromorphie, elle affecte à 100% les horizons, au moins les horizons de surface. Donc, moi, je passe en 0 ou en 100%. Et si quelqu'un met. Parce que si vous mettez 4 ou 5, c'est très subjectif. On veut s'affranchir de subjectivité. Si vous me dites qu'il y a 8%, puis qu'il y en a un autre qui me dit 7, qui a raison?
Moi, le principe, vous voyez, ces sols-là, tous ces sols-là, ils sont à 100% redoxiques. Il n'y a pas un endroit qui est préservé d'hydromorphie. Donc, je ne parle plus de pourcentage, voilà, je mets 0 ou 100. Ce processus, il est irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que l'hydromorphie s'est établie, il n'y a rien qui peut ramener du fer dans l'horizon. Le seul élément qui pourrait ramener du fer, c'est l'altération de la roche pour redonner du fer. Parfois, l'altération, elle est très profonde. Et l'hydromorphie est un processus rapide. On voit bien que le fer d'altération de la roche n'évolue pas à la même vitesse que l'hydromorphie, qui est un processus rapide. Donc, un horizon qui est hydromorphe ne peut jamais revenir en arrière en ce qui concerne les horizons redoxiques. D'accord? Ce qui est là est imprimé à tout jamais. Après, ça peut être mélangé. Ce n'est pas pour autant que l'hydromorphie disparaît. Et puis, autre chose voilà, qu'on entend, cette année, vous avez vu de l'hydromorphie parce que c'était une année exceptionnellement humide. Non, il faut relativiser. Le sol, il a son pas de temps pédologique qui est des dizaines, des centaines de milliers d'années. Ce qui paraît exceptionnel pour la mémoire humaine est très, 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 très habituel pour le sol. Donc, une année exceptionnellement sèche ou exceptionnellement humide ne change rien sur l'hydromorphie des sols qui vit sur un pas de temps plus long. Donc, en fait, on verra que la variabilité morphologique, elle dépend, vous l'avez vu, de la perméabilité, mais aussi de la topographie. Alors, je passe à quelques photos. Là, je vous ai mis un petit bloc diagramme morphologique avec la rivière en bas à droite, le plateau, le versant avec des replats. Eh bien, voici un sol. En fait, celui-ci, je l'ai pris à Éric Lucot, qui est en Franche-Comté. Vous voyez, un luvisol dégradé. Donc ici, on se doute qu'on a un niveau imperméable là, mais il y en a encore un autre en dessous. Il y a plusieurs nappes là-dedans qui circulent. Chaque horizon est un milieu particulier pour la dynamique de l'eau dans le sol. Mais l'horizon le plus hydromorphe, c'est celui-ci, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci. C'est pas parce qu'il y a plus de taches rouges qu'on est plus hydromorphe. Et vous voyez qu'à cet endroit-là, le fer peut pas trop s'en aller. Donc il est contenu, il contient encore pas mal de fer, ce sol. Dès que vous vous déplacez vers une tête de vallée, où l'eau s'accélère, vous voyez, on a ici un planosol, et il est albique. Il va perdre beaucoup de fer parce qu'il est dans une trajectoire où le fer va être abondamment évacué avec l'eau vers le bas. Donc là, on a un sol albique. Celui qui cherche les taches rouilles, il va louper le sol le plus redoxique du plateau. Voilà, donc là, on a vraiment une altération soustractive avec perte de fer. Si vous vous placez sur le replat, je dis merci à Gilles Domenech qui a pris une photo de sol aux dernières JES en Suisse. Et là, vous voyez un sol redoxique, mais qui lui reçoit du fer parce qu'il est un peu sur une marche d'escalier. Il a de l'eau, il a de l'eau qui stagne, mais il reçoit, quand lui perd du fer, lui reçoit le fer perdu par celui-ci. Donc, vous voyez, lui, il va exprimer une hydromorphie, mais avec plus de fer. Et j'en profite pour dire que la quantité de fer, plus un sol a de fer, on ne peut pas dire que moins il exprimera d'hydromorphie. Plus il a de fer, plus il a un révélateur coloré qui exprimera l'hydromorphie. Voilà. Et puis on peut se mettre en bas de pente, peut-être dans la rivière. Si ça circule beaucoup, tout le fer et le manganèse peut arriver dans une rivière qui circule où le fer et le manganèse vont précipiter pour donner des horizons particuliers. Vous voyez. Donc c'est une histoire de transfert aussi latéral du fer. Voilà. Donc dans l'arrêté ministériel, vous voyez, on vous dit que l'horizon redoxique doit se prolonger ou s'intensifier en profondeur. Souvent, ça c'est une bêtise qui vient de la pédo. En fait, ça ne peut se prolonger et s'intensifier que jusqu'à arriver au plancher imperméable. C'est pas parce qu'ici il y a plus de taches rouilles que c'est plus hydromorphe. Le plus hydromorphe, c'est celui qui a perdu tout son fer. Donc ici, ça se prolonge et c'est très intense. Mais ici, vous allez avoir apparaître plein de taches rouilles, mais bizarrement, enfin c'est moins bizarre peut-être maintenant que je vous l'ai expliqué, c'est le moins hydromorphe, il est quand même hydromorphe. Hein. Alors, autre chose qui occupe les esprits, les horizons C hydromorphes, ça compte ou ça compte pas? Là, je vous ai mis un beau profil qui est vers le profil de l'école. On a un beau développement sur une altérite de schiste avec un horizon organique, c'est un sol qui est lessivé, et progressivement, on a une altération ici qui est hydromorphe. Et bon, je vais vous expliquer. En fait, les horizons pédologiques, pour moi, et je pense pour les pédologues, ce sont des horizons d'altération. Hein. Puis après, on arrive sur la roche qui est moins altérée. Et le référentiel pédologique parle des horizons quand il parle du sol et il intègre comme horizon les horizons C. Quand on n'est plus dans du sol, on va parler de couches. Une couche de marne, une couche, c'est pas tellement une couche, mais quand on arrive sur du granit, c'est une couche. Mais même les horizons C sont des horizons pour le pédologue, puisqu'il y a des processus d'altération qui sont pédogénétiques. Alors, du coup, les horizons CG,
Ça existe. Ici, il est gris à tache rouille. Dès que vous avez un horizon, même avec une foliation de schiste en plaquettes, si c'est gris à tache rouille, c'est un horizon redoxique. Il n'y a pas le choix. Hein, c'est des processus redox avec les mêmes activités microbactériennes que là-haut, mais dans l'horizon C. Voilà. Mais par contre, quand on a, vous voyez, des couleurs un peu plus vives, avec du rouge, tout ça, eh bien, effectivement, le fer s'oxyde quand la roche se terre, et là, on va plus le mettre en horizon redoxique. La grosse problématique, ce sont les horizons riches en matière organique. Alors, une photo. Et ce sol-là, il pose problème parce que, vu de loin, il est riche en matière organique. On peut se poser s'il est redoxique. Eh bien, en fait, regardez, quand on fait passer un code Munsell, la partie la plus riche en fer, ici, eh ben, on n'est pas dedans. On a plutôt des couleurs froides qui correspondent à cette couleur grise. Et là, on dit Y, je vais comme ça, on est bien dans la déférification globale. On n'a pas un horizon qui est de couleur chaude. Et si on zoomait un peu à l'œil, si on prenait l'échantillon dans la main, on verrait qu'il est parsemé de taches d'oxydation rouille. On a bien un horizon bariolé gris à taches rouille qui est redoxique, malgré la présence de matière organique. Donc là, il faut s'habituer l'œil à regarder ces couleurs. Vous voyez, par exemple, sur un site sur lequel j'amène des stagiaires, sur une même parcelle, une petite butte qui n'est pas hydromorphe, on a encore des couleurs chaudes. Alors, il faut garder ces échantillons dans la main parce que la mémoire perd la couleur du sol. Et vous allez à d'autres endroits qui sont complètement hydromorphes. Vous voyez, c'est pas évident pour tout le monde. Celui qui cherche les taches rouges, il va se faire avoir. Vous voyez, une couleur froide. Lui, il est totalement déférifié. Il doit bien traîner une ou deux taches rouges. C'est un horizon redoxique. Une astuce pour la matière organique. Elle s'exprime d'autant mieux qu'elle est humide. Un bureau d'études s'est trompé ici, il ne l'a pas mis en zone humide, alors qu'ici, celui qui a raison, c'est celui qui est passé l'été, contrairement à ce qu'on pense. Vous voyez, quand on chauffe un sol, il perd sa couleur organique, on voit bien la coloration terne, des horizons qui sont décolorés, et puis des petites taches rouges qui apparaissent pour contraste. Vous voyez, donc ça, vous le laissez sur votre bureau, vous verrez la différence. Et puis les racines, là aussi on se pose la question, ça compte ou ça compte pas? Vous ne verrez jamais de racines gainées de rouille dans un horizon qui ne manque pas d'oxygène. Ça peut être du piétinement, je ne dis pas, hein, mais ça manque d'oxygène. Et en fait, pourquoi on a du rouille? Eh bien là, ce n'est pas le même phénomène que ce que je vous ai expliqué avant. Là, ce sont les racines qui, pour se protéger de milieux toxiques et anoxiques réducteurs, hein, parce que le fer, quand il est réduit et fait de plus, il peut être absorbé, il est biodisponible, il est toxique pour les plantes. Et du coup, les racines se protègent en envoyant de l'oxygène, voire même de l'eau oxygénée, et vont se protéger, vont gainer de rouille. Donc ça ne se passe que dans les milieux qui manquent d'oxygène, et il n'y a rien de plus fonctionnel qu'une racine. Voilà. Euh, le piège des couleurs bleues. Je suis toujours dans les horizons redoxiques. Alors, voilà, je suis toujours à peu près dans les temps. Le piège des couleurs bleues, ça c'est la photo d'introduction. Vous voyez, il est gris et bleu. Eh bien, sachez que quand le confinement est fort, qu'on manque d'oxygène et que c'est longtemps gorgé d'eau et qu'il y a beaucoup de matière organique, le potentiel redox va descendre suffisamment bas, entre 100 et moins 100 millivolts. Et à ce moment-là, vont se former ce qu'on appelle un minéral qui a été découvert en France, dans la forêt de Fougères, en Bretagne, qu'on appelle la fougérite, qui est un minéral un peu particulier parce qu'il contient à la fois du fer ferreux et du fer ferrique qui rouille, voilà, mais il s'exprime bleu. Hein, et vous voyez, vous pouvez le retrouver parfois au niveau de racines mortes. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes, dès qu'il y a un peu de matière organique dans le sol, surtout dans des horizons peu perméables qui manquent de matière organique, les micro-organismes se jettent dessus et vont réduire fortement le potentiel redox en consommant la matière organique dans des endroits où il n'y a pas d'oxygène. Et ça vire au bleu. Voilà. Ça, c'est une tâche de réduction, mais ce n'est pas un horizon réductique, c'est un horizon redoxique. Vous voyez, il y a plein de taches rouges concentriques. Ici aussi, dans des fissures, parfois les sols ils sont argileux, ils fissurent, et les racines vont plaquer les fissures. Eh bien, cette racine, quand elle meurt, elle devient de la nourriture, et les organismes, en manque d'oxygène, ils sont quand même capables, et ils sont exceptionnels, ils sont capables d'aller consommer cette matière organique, qui est une ressource, quand ça manque d'oxygène et vous avez du bleu. D'accord? Ça, c'est des bleus naturels. Euh, on connaît, alors ce bleu, si vous le laissez à l'air, si vous sortez l'échantillon, si vous revenez l'été, il a totalement disparu. Et une autre croyance, c'est que ça se transformerait en rouille quand ça s'oxyde. Eh bien là, pas du tout. Ces horizons sont tout gris,
quand ils sont à l'état sec l'été. Pourquoi? Ben parce que en fait, le minéral bleu renvoie la lumière bleue, mais quand il s'oxyde, la cristallisation n'est pas très bonne, il ne recristallise pas dans des formes qui laissent passer la lumière sous forme rouille, ce qui fait que en fait, on reste sur des gris. En fait, c'est ça l'indicateur quand vous le passez à l'air. Vous le connaissez cet horizon-là pour les agronomes. C'est ce qu'on appelait autrefois le glais de labour. Quand on a tassé avec la charrue le sol, qui a de la matière organique, ça sent pas bon, c'est de la matière organique un peu en putréfaction, c'est des processus de réduction. On le connaît, voilà. C'est aussi de la fougérite, hein, qui est bleu turquoise. J'ai reçu une photo exceptionnelle d'un collègue italien, merci à lui, dans une rivière en Italie. Vous voyez, c'est des sols, c'est une plaine alluviale, mais dans laquelle la nappe est très profonde. On voit les remontées capillaires qui oxydent le fer, mais on n'a assurément pas la nappe permanente. Surtout qu'il faut toujours être logique, vous voyez, les fossés qui est autour, c'est impossible de maintenir une nappe permanente là-dedans. Et pourtant, on a un horizon tout bleu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans les rizicultures, on tasse le sol, on irrigue, on apporte de la matière organique, si bien que les apports en eau et la réduction dépassent l'ETP. Et donc, le potentiel redox, dans ces milieux confinés très tassés, descend très bas, hein, entre 100 et moins 100 millivolts. On a créé tout l'horizon labouré et bleu. Hein, une photo exceptionnelle du collègue italien. Euh, une petite anecdote sur Rennes, tout ainsi. Ça, c'est à l'origine un luvisol. On devra avoir un sol blanc sur un horizon argileux, le BT, donc ça c'est le E, qui était petit g, nappe temporaire, sur l'horizon qui soutient la nappe, qui est devenue bleu-vert. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, c'est une voie de la SNCF où on a posé des rails, du ballast, du charbon de bois qui est peut-être très ancien, ça doit dater de 1920. Ça, c'est pour vous montrer le rôle de l'ETP. Normalement, ici, sur ces plateaux, pas de nappe permanente attendue. On est dans une région où l'ETP va assécher complètement les sols. Mais si vous mettez un paillage avec le ballast, que vous éliminiez systématiquement les plantes sur la voirie SNCF, ce qui est normal, cette nappe permanente, en presque une centaine d'années, devient nappe perchée permanente. Et donc, tout vire au bleu. Et vous voyez que même une zone d'oxydation ici. Donc, vous voyez, comment appeler ce sol-là? On est capable de décrire les choses, mais du point de vue du référentiel pédologique, on est incapable de le classer. Dans le RP, je me risquerais à un redoxysol anthropostagnique. Je ne sais pas quoi dire. Ça n'existe pas. Vous voyez, c'est des situations anthropiques qui sont hyper intéressantes, qui font grandir du point de vue de la compréhension des phénomènes. Là, j'ai mesuré des potentiels redox qui sont équivalents à des marais où l'eau n'évacue jamais. Donc la couleur bleue est ici indicatrice d'un processus réducteur intense et actif, mais ça reste temporaire. Donc ce n'est pas une morphologie réductique, malgré tout ce qu'on peut penser. On est bien dans quelque chose qui est plutôt redoxique. Juste pour expliquer, là, tout ce que je vous explique là jusqu'à maintenant, c'est écrit dans les bouquins, c'est que la bibliographie. La seule partie recherche ou les éléments nouveaux que je vous apporte, ils sont ici. Sur une nappe perchée dans un village, fallait le trouver, j'habite à Drin, dans le 49, et j'ai expérimenté chez un agriculteur un sol à nappe perchée, et j'ai mis des électrodes redox dans 4 horizons d'un luvisol. Il y en a, alors j'ai multiplié, il y en a 3 dans le premier horizon, puis 4 dans les 2 autres E, puis dans le BT et dans le C, il y en a 3. Voilà. Alors le contexte, ETP, vous voyez, diagramme ombrothermique, je sais que les sols sont tout le temps secs l'été, quoi qu'il arrive. Je suis sur un plateau. L'eau qui arrive ne peut être que pluviométrique. En dessous, j'ai une altérite de gneiss qui provoque de l'argile avec un plancher à 45 cm. Donc, pas épais, hein, la nappe est entre 0 et 45 cm. En dessous, on a de l'indivision capillaire. Ici, vous avez le potentiel redox et je vous montre l'historique des pluies en bâtonnet bleu et l'installation de la nappe en bleu ciel. Vous voyez, de temps en temps, elle disparaît quand il ne pleut pas assez et puis après, voilà, elle stagne. Je vous mets le potentiel redox à partir duquel, vers 470 millivolts, on rentre en anoxie. C'est-à-dire que les organismes passant dessous vont être obligés de respirer d'autres éléments que l'oxygène, donc la réduction des éléments. Et je vous mets la courbe vers 270 millivolts à ce pH-là, où les organismes vont créer de l'hydromorphie, vont consommer le fer et l'oxygène pour respirer. Dans le premier horizon, riche en matière organique, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis 3 électrodes. La première, elle dit ceci. Au fur et à mesure des pluies, on arrive à des stades anoxiques, on voit qu'on n'a plus de pluie ici, on remonte, on a une bouffée d'oxygène, on respire, puis après pluie, on redescend, et là on passe, on est en hydromorphisation. On est en train de créer de l'hydromorphie dans mon horizon A.
de surface. Vous voyez, ce n'est pas dit l'hydromorphe quand on le voit à l'œil nu ici. Hein. Sauf que je vous ai dit que dans les premiers horizons, les premiers horizons sont hétérogènes. Il y a la macroporosité et la microporosité. Donc, j'ai 3 électrodes. Ça coûte très cher ces électrodes, j'aurais bien aimé en mettre plus. Vous voyez ce qui se passe. Les événements sont les mêmes et avec des amplitudes plus fortes, mais décalées. Vous voyez qu'il y a des microcycles où le potentiel redox descend très bas jusqu'à créer du bleu, et d'autres microcycles où ça dépend, mais ça descend, mais voilà, en tout cas, on crée de l'hydromorphie dans ce premier horizon. D'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le plancher? Dans le plancher, j'ai 4 électrodes, mais je vous en montre qu'une. Les 4 sont superposées. Regardez ce qui se passe dans le plancher. Le plancher n'est jamais réducteur. Et pourtant, il est hydromorphe avec des taches rouilles qui sont diffuses. C'est pourtant fonctionnel. Quand on regarde la littérature, c'est fonctionnel. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une proposition d'explication. La problématique, quelle fonctionnalité dans les horizons BT planosoliques, hein, alors désolé pour ceux qui ne sont pas pédologues, mais dans les horizons qui sont très argileux, quelle fonctionnalité il peut y avoir quand on est microporeux et qu'il n'y a pas de matière organique? Eh bien, il faut distinguer des temps humains des temps pédologiques. Au temps humain, j'ai rien mesuré parce que j'avais pas assez des électrodes, mais j'avais pas assez d'électrodes, mais j'aurais eu d'autres électrodes et j'aurais pu choper une racine en décomposition. J'aurais vu ce phénomène avec le potentiel qui ponctuellement et localement, au rythme du cycle de vie des racines, crée une hydromorphie localisée. Voilà. Et puis, il faut distinguer ça des temps pédologiques. Les temps pédologiques, c'est un feu d'artifice dont le carburant, ce n'est pas la poudre, c'est la matière organique. Dans l'horizon de surface AEG, qui est riche champ matière organique, vous avez vu, hein, ce sont mes premières courbes là qui sont très réductrices, c'est un feu d'artifice genre bouquet final. C'est-à-dire qu'il se passe plein de trucs, ça pétarade de partout. Dans l'horizon BTG, qu'est-ce qui se passe? C'est de temps en temps, il y a une fusée, paf! Et puis un peu plus tard, paf! Localement. Vous voyez, c'est oh la belle rouille, oh la belle grise. En fait, ça se passe tout doucement au temps humain, mais il faut imaginer que ça se déroule et c'est fonctionnel, mais au temps pédologique. C'est comme ça que ça se passe. Je compte expérimenter d'autres sols pour finaliser ça, mais voilà, c'est ça qui se passe. Hein. Et donc, conclusion, au temps humain, chimiquement, ces horizons-là, verts, sont des horizons qui sont déconfinés, pourvus de matière organique. Ils sont peu fonctionnels, mais ils sont fonctionnels quand même. N'attendez pas beaucoup de fonctionnalités de dénitrification, de dépollution. Physiquement, ils ont un rôle important. C'est quand même, même s'il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue chimique, ils sont en dessous, contrairement à ce qui est écrit là. Donc, ce sont eux qui supportent la nappe. Donc, sans eux, il n'y a pas le bouquet final au-dessus. Hein. Et puis, au temps pédologique, ils sont tout à fait fonctionnels parce qu'on rencontre des tâches diffuses dans tous les cas. Alors, un petit point de vigilance, parce que je vois que ça se développe en vitesse grand V. Toute technique de restauration des zones humides proposant le décapage du sol, des horizons superficiels, est aberrant. L'écrépage des zones humides, c'est pareil. Pour le pédologue que je suis, c'est complètement aberrant. C'est souvent des botanistes qui prennent cette solution-là parce qu'il leur manque la partie pédo. Mais si vous voulez, pour moi, tout ce qui est trépage, c'est une décapitation de la tête macroporeuse et organique du sol, c'est-à-dire qu'on supprime la nappe qui est au-dessus, vous vous rappelez, et on supprime la fonctionnalité qui est liée à la matière organique qui se trouve au-dessus. Donc on détruit 2 fois le sol, c'est-à-dire là où il y a la zone humide qu'on installe, et sur le site de compensation fait de cette façon, les sols ont été anéantis 2 fois. Voilà, petit point de vigilance, il fallait que je le dise. Stabilité, maintenant on va parler des horizons réductiques, hein, ça va aller plus vite. Les horizons réductiques ils sont stabilisés sans oxygène à des potentiels redox très bas parce que les organismes ont consommé tout ce qu'ils pouvaient, donc ils ont réduit au max le potentiel redox. Donc, l'engorgement, l'anoxie, les processus de réduction n'épargnent aucun volume du sol. Vous pouvez considérer que même s'il y avait de la microporosité, elle a fini par devenir complètement saturée en eau et anoxique. Donc, tout endroit de cet horizon réductique manque d'oxygène et a un potentiel redox très bas. Donc, la couleur habituelle de ces horizons redoxiques qu'on appelle grand G, petit r pour les pédologues, elle est bleu-verte, plus ou moins homogène. C'est lié à des sels ferreux, c'est-à-dire que le fer ferreux va s'associer avec d'autres éléments comme les carbonates, comme les phosphates pour former la sidérite ou la vivianite. On est plus bas que la fougérite, et ça donne des bleus. Alors ce bleu, l'intensité dans le Coleman Cell, on parle de chroma, elle va dépendre de la concentration en fer.
Généralement, c'est difficile de dire généralement parce qu'il y a plein de situations. Moi, mon terrain de jeu, c'est toute la France, voire un petit peu maintenant l'outre-mer et l'étranger, et je constate que ça, c'est ce que je rencontre le plus souvent. Par contre, là, c'est un matériau glauconnieux. Quand il y a beaucoup de fer, vous voyez, indépendamment des couleurs là, dont on parlera après, on a des couleurs qui sont bien plus violentes en termes de fer réduit. Imaginez que voilà, on est plutôt dans ces couleurs-là. Mais c'est une couleur homogène. Là, c'est organique parce que j'ai remonté l'échantillon. Hein. Donc, dans les horizons qui seraient dans les roches riches en glauconie ou en gabbro, on pourrait trouver des bleus très pétants. Mais généralement, c'est plutôt ça. En milieu salé, c'est très noir parce que ce sont des sulfures de fer. Et c'est impressionnant parce que vous prenez cet échantillon noir, vous le laissez sur votre bureau, le lendemain, il est tout gris. Il n'y a plus de noir. La réduction a disparu. Hein. Et donc, ces horizons-là, si vous les sortez de leur contexte, vous les sortez de l'eau, ou bien s'il y a un battement de nappe estival, mais on se demande comment une nappe peut battre dans un horizon argileux. Vous voyez, donc j'y reviendrai à ça. Ça ne va pas sur des grosses épaisseurs. Hein. Donc, ces horizons-là vont se réoxyder, mais vous comprenez qu'ils sont tellement imperméables que l'oxydation arrive par la porosité périphérique à l'extérieur. Donc, on va pouvoir très rapidement faire la distinction entre un horizon rédoxique pour lequel les taches rouilles sont à l'intérieur, d'un horizon réductique pour lequel les taches rouilles sont à l'extérieur de l'agrégat. Et ça, c'est imparable. Voilà. Hein. Donc ça, c'est interdit dans un horizon réductique. Vous voyez, ça c'était à Bayeux, sur une expertise ou plutôt une formation, un horizon rédoxique qui est bien gris à taches rouilles concentriques, enlevé à l'intérieur. Et en dessus, il est tout bleu homogène. On peut voir quelques taches rouilles parce que il y a certainement un peu de fissuration aussi dans ces horizons-là. Mais vous voyez, et surtout, il y avait le contexte. J'ai creusé dans un marais. Sur un plateau, je ne trouvais jamais ça. Et puis, le référentiel pédologique, il vous dit pas plus de 5% de taches rouilles, sans expliquer. Moi, je dis dans un horizon réductique, 0% de taches rouilles de type concentrique. Par contre, il peut y avoir presque 20, 30, 40, 50% de taches rouilles, si c'est lié à des racines qui, encore ici, se protègent des milieux réducteurs en envoyant de l'eau oxygénée. Vous voyez, il y a plus de 5% de taches rouilles, et c'est bien un horizon réductique. Là, on est dans un marais salant, c'est la mer. Hein. Quelques photos. Donc, je vous dis, l'horizon réductique, c'est l'horizon le plus mal compris en France. Et à force de travailler, je crois que c'est le plus mal compris de la planète. Le réductisol, c'est-à-dire un horizon réductique qui est dans les 50 cm, c'est quasiment introuvable. Si vous mettez un horizon réductique dans les 50 premiers centimètres, je pense que vous pouvez gagner un prix. Alors, effectivement, vous pouvez le trouver à certains endroits, hein, mais le réductique n'est pas compatible déjà avec les autres pédogénèses. Si vous mettez luvisol, réductisol, c'est improbable. Ou réductisol, brunisol, c'est improbable. Ça n'est pas possible dans le référentiel pédologique. Je vous dis, la probabilité de le rencontrer avant 50 cm de profondeur est très faible. Vous voyez, quand on le creuse, là c'est dans le marais Poitevin, on est à 2,50 m là, pour le trouver en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il se tient à l'écart de la surface de la planète qui est très oxydante. Par l'aération, par ces pluies, la planète, la surface des sols est très oxydante. C'est incompatible avec un horizon réductique en surface. Ou alors, il faut me le prouver par des conditions très particulières d'imperméabilité ou d'eau. Vous voyez voilà. La parade, donc sa parade, c'est de se maintenir à l'écart de l'atmosphère oxydante. On le trouve voilà, dans des conditions stables, mais éloignées de la surface. Vous voyez, ici, on le trouvait éloigné de la surface. Voilà. Donc, sachez autre chose. Si vous êtes dans une culture ou dans une culture de bois, une foresterie, impossible de mettre un réductisol. Les forestiers des années 60 le savent. Même pas la peine d'aller chercher un réductisol si vous avez une étraie sapinière. C'est pas possible. La végétation, le milieu, c'est un tout. Le réductisol, vous ne le trouverez pas là. Même une rizière n'est pas possible sur un réductisol parce que le riz a besoin d'une période avec de l'oxygène. Et faire une fosse, ben, c'est pas possible, presque parce que vous avez toujours de l'eau. Donc, on peut en trouver évidemment, mais dans des mangroves, dans des marais maritimes non poldérisés, comme le marais Poitevin qui est poldérisé, dans certains marais alluviaux. Là, ok. Donc, souvent, les gens ils disent oui, c'est un réductique oxydé pour les pédologues. Mais ça, c'est un joker qui n'est pas pris à bon escient. Parce que, je vous l'ai dit, les horizons réductiques, ils sont souvent dans des matrices très argileuses dans lesquelles un battement de nappe est impossible. Je regarde ma montre, j'ai quasiment terminé. Hein. Voilà. Donc, dans les climats tempérés à saison sèche, les horizons réductiques sont quasiment impossibles, de toute façon hors du contexte alluvial.
Alors, les réductisols, ils sont souvent confondus avec les processus. Quand il y a beaucoup de processus de réduction et que le sol rédoxique est tout gris, on va dire que c'est un réductisol, mais c'est pas bon. Un réductisol, c'est aussi un contexte. Le glais n'est pas l'équivalent de la CPCS, du réductisol, et dans la table, j'ai pas une erreur. La 4A, c'est le glais de la CPCS, mais ça ne va pas avec le réductisol du RP, et donc il n'est pas à sa place dans la classification actuelle, et il n'est pas en correspondance avec la règle générale de la table GEPA. Euh, donc, quelques indications. Dans un horizon Granger réductique, il y a toujours de l'eau dans le trou. La situation topo est particulière. Il faut aller vérifier le toit de la nappe de la rivière. Vous voyez, s'il y a cet écart-là, je ne peux pas avoir de réductique ici, quand bien même j'aurai du bleu dans le sol. La végétation est particulière. On ne se trompe pas quand on rentre dans un endroit où il y a un réductisol, c'est-à-dire un horizon réductique avant 50 cm de profondeur. La végétation vous le dit avant de creuser, et sous vos pieds, ça fait plof-plof toute l'année. Et puis, il n'y a pas de taches rouille concentriques. Alors, quelques illustrations, vous voyez, ça c'est une collègue de Helsinki qui m'a envoyé ce magnifique réductisol. Enfin, c'est même pas un réductisol, c'est un sol à horizon réductique profond. Vous voyez, cet horizon réductique se tient à l'écart de l'atmosphère oxydante. Ça, c'est vers chez moi, du côté de Durtal. Pareil, l'horizon réductique, c'est même pas un réductisol. J'ai du mal à vous en montrer tellement ça existe peu. Voilà, le réductique se tient à l'écart de l'atmosphère oxydante. Là, j'en ai un, vous voyez, dans la fosse, le tractopelle qui est là-bas, je l'appelle tous les 10 minutes pour qu'il me vide avec son gros godet d'eau pour que je puisse observer ça. Le réductique, là encore, est en profondeur, impossible de le trouver dans cette face, même l'eau qui circule est oxydante. J'en trouve au bord de la mer, vous voyez, là, mais contexte très particulier, c'est au bord de la mer, là où la nappe fluctue. Alors, j'ai plus que 2 diapositives. La mesure du potentiel redox et les révélateurs colorés. Donc, qui révèlent les processus. La mesure, ça révèle les processus. Les révélateurs colorés révèlent les processus. Ils ne révèlent pas les morphologies. C'est-à-dire que, voilà, ça marche. Les révélateurs colorés, comme les mesures, ça marche. Vous pouvez mettre en évidence un horizon redoxique au moment où il est saturé en eau et il manque d'oxygène, comme un horizon réductique. Ça marchera les colorants toute l'année sur les réductiques, ça marchera de manière temporaire sur les horizons redoxiques. Vous voyez, là, j'ai différents tests, j'ai une électrode aussi, tout le monde connaît l'orthophénantroline. En France, c'est ça. Les Anglais, ils ne connaissent pas, ni les Américains, ils ne connaissent pas l'orthophénantroline. Ils parlent du pyridyle, qui a exactement les mêmes couleurs. En bleu, il y a le ferricyanure de potassium qui existe aussi. Et même, c'est pas écrit dans les bouquins. Moi, j'ai testé l'oxygéné. C'est un super oxydant. Ben, ça marche l'oxygéné, mais pas sur tous les sols. Vous voyez? Et je vous montre dans un horizon. Ça, c'est un horizon réductique à gauche, et ça marche aussi dans un horizon rédoxique albique à droite. Et vous voyez, dans le BT, ici, ça marche, mais ça marche pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de matière organique. Ça rejoint mes mesures. Donc, quand est-ce qu'ils sont non pertinents, ces tests? C'est quand les milieux sont basiques. Ça marche qu'avec le fer ferreux libre. Donc, dans des sols calcaires, vous aurez du mal à les faire marcher. Alors, moi, j'ai une petite astuce. Il ne faut pas mettre d'acide chlorhydrique, sinon vous allez altérer le caillou calcaire qui va libérer du fer ferreux et je suis capable de faire marcher l'orthophénantroline sur un caillou calcaire comme ça. Mais je mets du vinaigre ménager qui n'altère pas le caillou, je l'ai vérifié, mais qui acidifie le milieu, relargue le fer et j'arrive parfois à faire réagir mes réacteurs, mes réactifs dans les elliptiques. Ça ne marche pas après une pluie parce qu'une pluie est oxydante, donc ça ne marchera pas. Il faut attendre au moins 3 jours après une pluie pour qu'il refonctionne. Et quand le sol est sec, évidemment, ça ne marche pas. Quand est-ce qu'ils sont pertinents? Ben, pour détecter des hydromorphies non fonctionnelles, par exemple des remblais. Et puis dans les horizons albiques, dans les pods au sol, ça marche. Vous voyez, le pod au sol, c'est un sol dans lequel il n'y a pas de fer, c'est des sols particuliers. Et ben, on arrive à montrer la fonctionnalité parce que le fer est absent pour l'œil humain, mais il y en a toujours un petit peu qui vient des positions amont et les révélateurs colorés le font marcher. Voilà. La mesure du potentiel redox, ben, il y a différents appareils, je suis en train de les expérimenter. Je commence à en trouver des qui sont pas mal, mais ceci, le problème, c'est que les électrodes sont poreuses et plus on les utilise, moins elles sont bonnes. Donc il faut les calibrer tout le temps. Mais ça, c'est super intéressant. Voilà, à suivre. Hydromorphie fossile, pour ceux que ça intéresse, puis après, je crois que j'arrête là. L'hydromorphie fossile, le mot est abusif. Fossile, ça veut dire pierre. Je dis ça parce qu'il existe de la vraie hydromorphie fossile. Vous voyez, des roches qui ont été sédimentées dans des mers oxydantes ou réductrices, elles gardent la couleur.
Par exemple, la glauconie, là, c'est de l'altération de la glauconie qui peut libérer du fer, mais autour, c'est une couleur bleu-vert liée à la réduction du fer. Donc, la vraie hydromorphie fossile, ça existe. Le marais poitevin, il est bleu. Sachez que le fer ferreux, dans des matériaux qui sédimentent, le fer ferreux est capable de rentrer dans le réseau cristallin des argiles, de s'y installer, de perdurer, de donner une couleur bleue qui va rester éperdument. C'est le cas du marais poitevin, par exemple. Ensuite, l'hydromorphie plutôt relictuelle, qui daterait de pédogénèse un petit peu ancienne, où on avait du manganèse, du fer. Mais oui, souvent, l'hydromorphie relictuelle, dans les sols polycycliques, on arrive à la retrouver, parce qu'on voit très bien que c'est pas... Voilà, n'importe qui, même un stagiaire, il va dire c'est bizarre ce sol-là. S'il a suivi une formation, il va m'appeler, il va dire j'ai trouvé du manganèse. Mais ce sont souvent des traces très nettes. Elles ne sont pas diffuses. C'est comme ça qu'on la reconnaît. On peut se poser aussi la question, parfois dans des glosses, de dégradation, où on a souvent du manganèse et du fer qui s'organisent de manière thermodynamique. Voilà. Est-ce que c'est fonctionnel ou pas? Ben, des fois, c'est encore fonctionnel, des fois, ça ne l'est plus. Et puis, finalement, attention, une hydromorphie actuelle non fonctionnelle, soi-disant, reste à démontrer souvent par l'environnement. Je m'explique. Par exemple, on va dire le drainage. Est-ce que l'hydromorphie, est-ce que parce qu'un sol est drainé, il n'y a plus d'hydromorphie? On ne peut plus dire qu'il y a une nappe. Mais attention, parce que j'ai fait des expériences qui me montrent des choses étonnantes. Le drainage, c'est pas, on n'enlève pas complètement la nappe, on la rabat, c'est-à-dire qu'elle diminue plus sur les drains qu'entre les drains où elle reste là, mais on l'a suffisamment rabattue pour que les graines germent, par exemple. Donc la nappe est toujours présente, elle est plus profonde, mais sachez que dans ces sols hydromorphes, il reste toujours une fraction microporeuse importante. Et vous voyez, même si le sol est drainé, qu'on a rabattu la nappe, dans les horizons supérieurs, il reste beaucoup de microporosité. Et vous voyez que je fais marcher encore la phénanthroline, c'est-à-dire dans les horizons de surface de beaucoup de sols drainés, limoneux, vous voyez, même presque albiques, tellement ils sont hydromorphes. Ça marche, on est toujours en mode de formation d'hydromorphie, c'est-à-dire d'évacuation du fer, on est toujours en mode anaérobie, bien qu'on ait évacué la nappe. On a enlevé la nappe, c'est-à-dire l'eau gravitaire, mais il reste beaucoup de nappe, un ennoiement dans la microporosité du sol. Donc là encore, précaution à ce qu'on dit. Voilà, il ne faut pas être subjectif, il faut faire des mesures, il faut observer les choses. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Il est temps que ça se termine pour moi. Voilà, ben, place aux questions, je pense. Merci beaucoup, Christophe. Et c'était effectivement très clair. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Je vais penser à changer la tapisserie de mon salon alors. C'est vrai que c'est un peu fatigant. Je commence par les premières. Donc, première question, c'était de Jean-Baptiste Guignard. Comment considérer les sols hydromorphes de moins de 50 centimètres d'un point de vue de l'arrêté du 24 juin 2008, c'est le 1er octobre 2009? Oui, ça, c'est une question récurrente, c'est parmi les questions qui arrivent souvent. Si vous voulez, ce que je considère, c'est qu'on a un problème et dans la table GEPA et dans la conception du référentiel pédologique. C'est-à-dire qu'en pédologie, l'idée vient déjà du référentiel pédologique, c'est-à-dire que pour classer un sol en redoxysol, il faut qu'il y ait une hydromorphie qui commence à une certaine profondeur, avant 50 cm, et qu'elle se prolonge sur 50 cm. C'est ça un redoxysol. La question que je pose, c'est comment on appelle un sol dont l'hydromorphie commence à 0 cm et va jusqu'à 35. On n'a pas le droit de l'appeler brunisol. On n'aurait théoriquement pas le droit de l'appeler redoxysol. Donc pour moi, on a un manque dans la littérature, dans le référentiel pédologique. Moi, j'userais du mot, voilà, je suis pas sûr qu'on soit autorisé à le faire, mais moi je le fais assez facilement. J'ai pas de souci avec les classifications. Voilà, ça c'est les hommes qui réfléchissent. Moi, la constatation, c'est le visuel. Je l'ai dit. Je l'appellerais assez facilement redoxysol leptique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On a la fonctionnalité, on a la morphologie, et on va se mettre des œillères pour dire il n'est pas en zone humide, ou il n'est pas hydromorphe, peu importe. Alors, la question, elle est de savoir, par exemple, un sol qui est en montagne, il y en a plein des sols comme ça en montagne qui font moins de 50 cm. Pour moi, c'est pas raisonnable de ne pas le mettre en fonctionnel, puisqu'il a une fonctionnalité. Après, c'est pas à moi de dire il est en zone humide ou pas, ça c'est de la législation. Mais moi, en tant que pédologue, je sais qu'il est hydromorphe, que les organismes manquent d'oxygène, qu'il y a une nappe d'eau, qu'il y a un manque d'oxygène. Et dernière chose à ce sujet-là, sachez que la table GEPAL a été faite initialement pour le drainage en 81. Et dans les sols, donc le drainage, qui dit sol drainé, dit sol agricole.
Et les sols superficiels n'étaient pas intéressés par le drainage. Donc, ils ont été écartés, mais parce que c'était pas. Enfin, vous voyez l'idée. Voilà, donc moi, je dis aux gens, bataillez pour les mettre dedans si vous y croyez. En revanche, c'est vrai que c'est des sols qui sont peut-être les premiers à sécher dans une autre région où on a une forte TP, et peut-être ça vaut pas le coup de les mettre en zone humide. Cette réflexion, elle doit avoir lieu, mais moi, en tant que scientifique, je vois bien l'hydromorphie. Voilà. Ok. Merci Christophe. Je vais juste arrêter l'enregistrement parce que je voulais l'arrêter à la fin de ton exposé. Hop.